Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En écrivant cet été le dernier épisode de la critique sur l'exposition au Louvre d'Eugène Delacroix, j'ai eu envie de m'attarder sur une œuvre que je ne connaissais pas avant de l'intégrer dans mon argumentation. Je vous avais parlé des études que Théodore Géricault avait fait pour réaliser son radeau de la Méduse, et mon choix s'était porté sur une étude de pieds et de mains pour illustrer mon propos. Je pratique l'argile comme vous avez pu le voir, mais je suis relativement novice en sculpture dans la mesure où je ne m'attelle qu'à des formes plutôt rudimentaires ou des sujets simples. Depuis que j'ai commencé le gouffre de Helm et sa version défunte il y a de cela plusieurs années, j'ai réalisé très peu de sculptures et toujours dans des formes assez lisses, épurées. Mais cette étude de pieds et de mains m'a donné le goût de m'essayer au stade supérieur et à rendre mes créations plus détaillées et vraisemblables. J'ai donc relevé le défi, cet automne, d'interpréter l'étude de Géricault en sculpture. Tout d'abord, j'ai pris de l'argile ocre, car j'avais déjà fait un essai à l'argile blanche, au milieu du mois de juillet dernier, pour une création originale inaboutie qui ne m'a pas satisfait, non seulement parce que la forme était grossière, mais parce que la couleur une fois sèche de l'argile me paraît encore glaçante pour des sujets crus comme des morceaux de membre. L'ocre me semblait un choix plus brut qui aurait pour effet d'adoucir cet aspect morbide, et se prêtait davantage à la sensation d'un brouillon, d'un essai. Il manque quelque chose. Ah, voilà. Ce sera tout de même bien plus commode pour que vous gardiez en tête l'exemple de l'œuvre de Géricault, d'autant que je l'avais en face de moi lorsque je réalisais la sculpture. Avant tout, il fallait aller du général au détail et constituer la masse principale de l'ensemble. Je suis parti du principe que je façonnerais les trois membres un à un pour pouvoir, dans un souci de praticité, les manipuler à ma guise. Autrement, le poids total de la sculpture ne me l'aurait pas permis, et comme il faut du temps pour que l'argile acquiert une certaine rigidité à cette échelle, elle se serait sans doute affaissée si j'avais essayé. Je n'avais aucune idée de l'ampleur de l'attention que nécessiterait la sculpture, ni du volume que représenteraient les membres une fois réunis. J'optai en tout cas pour chacun d'entre eux une échelle humaine, et le premier élément auquel je me suis attaqué fut le bras. Il allait me permettre, avec sa longueur et sa place dans la composition de Géricault, de préciser mes pensées sur ce que j'entreprenais. Un bon quart de mon bloc d'argile a été utilisé pour obtenir la base de l'épaule et le début du biceps. Un autre l'a fait arriver jusqu'au poignet. Déjà le travail du façonnage avait commencé. Il fallait le tordre pour obtenir le coude et entamer la composition de Géricault. Le quart suivant que je coupais allait se placer sous le bras et constituer le premier pied. Au moment où je le faisais rouler pour qu'il devienne un mollet, j'ai soudain eu le sentiment qu'il fallait retravailler un peu le coude. Oui, je passe parfois du coq à l'âne. J'ai pris le tranchoir pour sectionner le bras, puis j'ai aussitôt réuni les deux parties afin de donner à la jonction un caractère un peu plus rond et naturel, esquisser la base des muscles, tout simplement en les écrasant l'une contre l'autre. Ceci fait, je devais m'assurer qu'elles tiendraient irrémédiablement entre elles pour ne pas compromettre la sculpture. J'ai donc pris pour ça tout le temps nécessaire, en plus de m'assurer que le bras était d'assez bonne forme pour une première approche, car on peut encore apercevoir à ce stade un biceps peu dessiné et une épaule fondue dans le bras. Avant de mettre un terme à cet interlude, j'ai voulu vérifier un premier assemblage afin de bien comprendre ce que l'ensemble allait encore impliquer comme argile et comme taille. Puis j'ai repris le travail du premier pied en roulant le mollet comme du pain, ce qui lui a donné un aspect assez lisse et satisfaisant dans la forme puisque j'ai pris soin de garder une face plus droite pour signifier l'os et l'autre bombée pour le muscle. Obtenant le talon simplement en modelant une boule d'argile qui tient pleinement dans une paume de main, je m'empressai de réaliser la partie longue du pied directement au contact. Le travail reste assez sommaire à ce stade dans le sens où je ne fais qu'approcher les masses sans leur donner de précision, car je ne savais pas exactement quelle partie serait plus écrasée que l'autre, comment réagirait l'argile une fois en train de sécher, etc. Le bras était en définitive celui qui aurait pu être le plus poussé, mais j'ai choisi de le faire progresser en même temps que le reste. Puisque l'avantage de sculpter en argile une pièce aussi grande par rapport aux petites pierres du gouffre de Helm, c'est que l'on ne risque pas de voir l'argile sécher rapidement. Avec une telle somme d'argile et en faisant incessamment des retours entre chaque partie, on s'évite le désagrément de devoir humidifier le matériau, qui reste ainsi constamment malléable. C'est un gros point positif car on s'épargne un stress sur le moment lié au temps de réalisation. Pour information, j'ai même eu le temps de regarder un des opus en version longue d'une célèbre série de films, car oui, il me faut constamment un fond sonore lorsque je travaille. Mais si l'on n'est pas gêné dans l'immédiat, il se peut que le temps de séchage d'une masse aussi conséquente soit une possible source d'ennui ultérieur. Je parle par exemple de rétrécissement imprévu de certaines parties, du craquelage de la surface, ou du point de rupture atteint d'une sculpture à un endroit délicat. C'est pour ces raisons que j'étais sans cesse très attentif à l'évolution du travail.
Et à force de ne pas relâcher ma vigilance pour éviter ces problèmes, d'être appliqué dans ce que je faisais, certes, mais surtout désireux d'atteindre un niveau que je rêvais pour cette sculpture, mais que de toute évidence je ne possède pas encore, je ne suis pas allé au bout de ce que je voulais obtenir. La fatigue qui s'était accumulée était devenue trop forte, et j'ai dû me résoudre à interrompre mon expérience. J'ai laissé mon modèle sécher plusieurs jours, peut-être 2 semaines, mais voilà ce que j'ai tout de même réussi à obtenir au cours de cette soirée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas d'ailleurs à me faire parvenir vos impressions dans les commentaires. L'image que je vous montre ne reprend pas le cadrage de la composition de Géricault, mais je n'ai pas cherché non plus à respecter scrupuleusement l'agencement des membres. Il y a par exemple une distance plus marquée entre les doigts de la main et le pied renversé, ce pied n'est en outre pas incliné chez moi, mais plutôt droit. De toute façon, le but n'était pas de copier servilement, mais de m'approprier l'œuvre de Géricault. Je l'ai interprétée dans le but de progresser. En revanche, on peut remarquer que je n'ai pas su donner aux pieds ainsi qu'à la main les détails des doigts ou encore des plis de la peau, bien que j'avais commencé à le faire pour la main en dégageant le pouce et l'index. Mon objectif n'a donc pas été entièrement atteint, mais ce que j'ai pu ressentir alors, lorsque je me suis levé dès le lendemain de mon expérience, voyant mon œuvre en train de lentement commencer à se figer sur mon bureau, c'était inimaginable. J'avais devant moi une œuvre peinte sortie de sa toile, palpable, comme si j'avais travaillé avec le maître alors qu'il me donnait ses instructions pour ressentir la chair, les volumes de la peau. En reproduisant sa composition, à force de mettre et de défaire les membres entre eux, j'étais parvenu au moins un peu à rentrer dans son processus de création, à imaginer peut-être des choses qui lui avaient traversé l'esprit. Il m'avait guidé. Ce sentiment a été la source d'un enthousiasme démesuré qui m'a poussé à faire des finitions très légèrement physiques, je ne dirais pas superficielles, mais plutôt à but spirituel. J'ai donc un nombre incalculable de fois depuis le début du séchage entrepris de passer mes mains tous les jours le long du bras et sur d'autres parties saillantes, mais surtout sur le bras. Le but n'était pas de reprendre le travail où je l'avais laissé, mais de tirer des enseignements de cette épreuve. Plus je passais mes mains sur le bras, plus le bras se polissait. Son œuvre devenait aussi la mienne. Ma compréhension du corps s'aiguisait à mesure que je caressais la surface, car c'est bien de caresses dont il s'agissait. Aujourd'hui le bras est extrêmement lisse. Mes mains l'ont vitrifié, elles ont ressenti chacune de ses veines, chacun de ses creux. Je revois mes ongles entrechoquer la matière de plus en plus froide et la marquer à jamais, les imperfections ressortir, les parties que je n'avais pu atteindre ou correctement voir se dévoiler en des couleurs improvisées. Ma sculpture, bien qu'à jamais immobile, était en train de vivre et continuerait de bouillonner pour toujours.